laisse la parole. Juste avant ça, vous savez que vous pouvez retrouver toutes les vidéos parce qu'ici on fait un live, on fera de temps en temps un live qui vous permet de poser vos questions à la fin de ce live, mais vous pouvez retrouver toutes nos vidéos qui sont faites avec Christian justement sur la chaîne YouTube Science, enfin sur la chaîne Nutrilogix et vous allez dans la chaîne Science Saturne et vous retrouverez toutes les vidéos qui ont déjà été faites et les prochaines aussi à suivre. Donc voilà, je te passe la parole, Christian. Parfait. Eh bien, je vais commencer. Bonsoir à tout le monde, pour ceux qui viennent nous rejoindre. Alors aujourd'hui, on va parler du coup de la mycothérapie. Je pense que vous en avez tous entendu parler à un moment ou à un autre. C'est quelque chose qui me passionne pas mal, on va dire. J'ai commencé à utiliser ça et me mettre un petit peu dedans déjà il y a quelques années. Et puis du fait aussi de rencontres de personnes qui utilisaient et de rencontres avec, voilà, avec des personnes qui avaient vraiment une grande expérience là-dessus, j'ai appris plein de choses. Donc aujourd'hui, c'est un peu le but de vous faire une restitution et une présentation de tout ce que j'ai pu apprendre, de moi-même aussi en lisant des publis, mais aussi tout ce que j'ai pu apprendre de beaucoup de personnes. J'aurais beaucoup de noms à citer, hein, que j'ai pu rencontrer à droite à gauche et donc qui m'ont appris plein de choses intéressantes. Donc j'espère que vous aussi, vous allez apprendre plein de choses intéressantes et ça vous donnera envie d'utiliser la mycothérapie. Alors, hop, je on va commencer par, voilà, citer quelques noms de champignons. Ça permettra un petit peu, on va les retrouver un petit peu plus tard, mais ça permet de placer un peu la chose et puis, parce qu'après je vais vous parler des champignons, de la mycothérapie de manière générale. Mais il faut savoir que, voilà, les 6 champignons que je vous présente là à l'écran, ce sont parmi ceux les plus connus, les plus utilisés. Il y a beaucoup de champignons à mycothérapie, mais en tout cas, voilà, on a notamment le reishi, qu'on appelle aussi le champignon roi, le maitake, le shiitake, le champignon du soleil, le cordyceps, et l'éricium. Donc ça, ce sont 6 champignons de mycothérapie très connus, avec des propriétés très intéressantes et qui sont, voilà, relativement, beaucoup utilisés dans le domaine et très connus. Beaucoup d'études là-dessus. On va, d'abord faire une petite partie sur tout ce qui est définition de la mycothérapie, un petit historique, vous voyez un petit peu d'où ça vient, qu'est-ce que c'est exactement. On parlera ensuite des propriétés fondamentales des champignons et leurs applications. On parlera aussi des molécules actives qu'on retrouve dedans, les choix des compléments, les mécanismes d'action, hein, des bêta-glucanes fongiques. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans tous les champignons. On a des bêta-glucanes et elles sont notamment responsables de plein d'effets au niveau de l'immunité. Donc on reviendra un petit peu sur qu'est-ce que c'est que ces molécules et comment elles agissent. Et enfin, on fera on va dire un petit topo sur l'intégration de la mycothérapie en pratique, voilà, des petits protocoles et notamment une présentation de certains produits qu'on a, chez Nutrilogix. Alors, la mycothérapie, donc ça, c'est une science qui étudie l'utilisation des champignons et de leurs dérivés à des fins thérapeutiques. Vous trouverez différents noms, on parle de mycothérapie, mycomédecine également. Alors, c'est une discipline qui est en pleine expansion. Vous pourrez voir sur le graphique à droite, hein, on a une forte augmentation des publications scientifiques, hein, ça a explosé au fil des années et surtout, il y a beaucoup de recherches, en fait, sur, tout ce qui est cancer et les propriétés immunomodulatrices, des champignons. Il faut savoir qu'on a entre 15 000 et 30 000 espèces de macro-champignons identifiés. Donc, quand je dis macro-champignons, il faut savoir que dans le règne des champignons, on a des organismes microscopiques, donc microscopiques et macroscopiques. Tout ce qui est micro-champignons, en fait, sont notamment les levures et les moisissures. Et les macro-champignons sont les champignons qu'on appelle champignons supérieurs. C'est ceux qui sont dotés d'un pied et d'un chapeau, typiquement ceux qu'on peut aller manger et récolter en forêt. Alors, tous ne se consomment pas, hein, puisque vous voyez, sur 15 000 30 000 espèces de champignons supérieurs identifiés, il y en a à peu près 2000, un peu plus de 2000 qui sont comestibles et plus de 200 espèces avec un intérêt thérapeutique identifié. Il y en a sûrement beaucoup plus, mais comme vous savez, voilà, on découvre encore des choses tous les jours, la science avance. Donc la mycothérapie à travers les époques, donc l'utilisation des champignons médicinaux, en médecine traditionnelle chinoise, hein, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de la médecine traditionnelle chinoise. Ça fait plus de 2000 ans qu'on utilise ça.
On a des preuves de leur utilisation en dehors du continent asiatique, hein, d'ailleurs, hein. Pour ceux qui connaissent, donc la momie, enfin connaissent, je ne sais pas si vous l'avez rencontrée, mais la momie Houzi, hein, donc c'était, fameuse momie qu'on a retrouvée dans les glaces, enfin dans les glaciers, en fait, au niveau des Alpes italiennes. On a découvert dans les a fin des années 90. Donc cette momie, donc c'était un homme préhistorique, hein, et donc il transportait sur lui des champignons médicinaux et cette momie, donc cet homme préhistorique, on l'avait daté de 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc, comme vous voyez, finalement, ça fait depuis très, très longtemps qu'on utilise les champignons. Il y a nos ancêtres qui n'ont pas entendu les études scientifiques, hein, pour comprendre que ça pouvait avoir des propriétés et l'utiliser déjà, pour soigner certains maux. On a aussi mention des champignons médicinaux dans différents livres anciens de médecine, hein, tout ce qui est Grèce romantique et aussi, bien sûr, dans la pharmacopée des pays de l'Europe de l'Est, hein, tout ce qui est Sibérie, Hongrie. Donc, en fait, ce savoir un peu empirique de base est devenu aujourd'hui une science, hein, qu'on appelle du coup la mycothérapie. Donc, sur les propriétés fondamentales des champignons médicinaux, il faut savoir que les champignons médicinaux, on appelle ça des BRM. C'est pour Biological Response Modifiers. Donc, c'est en fait des modificateurs de la réponse biologique. Donc, ces BRM, on les appelle aussi des immunomodulateurs. D'accord? Et les agents immunomodulateurs peuvent être immunostimulants ou immunosuppresseurs. Donc ça, c'est une définition générale qu'on donne des agents immunomodulateurs. Après, attention avec ces termes-là, puisque quand on dit à quelqu'un immunostimulant, tout de suite, il va avoir l'idée que ah ben du coup, on ne peut pas utiliser ça en cas de maladie auto-immune. Alors ça dépend des immunostimulants. Vous verrez que les champignons médicinaux, on peut les utiliser en cas de maladie auto-immune. Je vous expliquerai pourquoi. Et aussi, quand on parle immunosuppresseurs, tout de suite, on a l'idée des médicaments immunosuppresseurs, les anti-TNF par exemple, et on pense tout de suite à quelque chose de négatif, avec des effets secondaires, avec quelque chose qui déprime complètement l'immunité. Donc attention à ces termes-là, ça n'englobe pas que des médicaments ou des choses avec des effets néfastes, hein. Donc, on verrait que j'aime bien rester sur le mot immunomodulateur et d'enlever le côté immunostimulant, immunosuppresseur et de garder vraiment cette idée de modulation, en fait, d'équilibre, de l'immunité et en fait, ces champignons médicinaux apportent vraiment un équilibre. Donc, généralement, on classe généralement 4 catégories. C'est des composés immunomodulateurs des champignons. On a tout ce qui est lectine notamment. Donc on a des lectines, bon, pour vous donner un exemple, on a une lectine qu'on appelle GFL qu'on retrouve dans le maïtake. On a tout ce qui est molécules terpènes et terpénoïdes. Donc ça va peut-être parler à des gens qui ont des compétences dans la pharma. Ces terpènes, terpénoïdes, on en trouve beaucoup notamment dans les huiles essentielles. C'est une molécule carbonées. D'exemple de terpènes, ben, on a l'acide ganodérique qu'on trouve particulièrement dans le reishi, par exemple. On a aussi les FIP, donc Fungal Immunomodulatory Proteins. Donc, je reviendrai un petit peu là-dessus. Et on a donc tout ce qui est polysaccharides, notamment les bêta-glucanes. Donc voilà les 4 catégories de composés immunomodulateurs qu'on retrouve dans les champignons. Donc le champignon, s'il y a quelque chose à retenir, c'est vraiment ça. C'est les 4 propriétés fondamentales. Donc il est immunomodulateur, ça veut dire qu'il optimise le fonctionnement du système immunitaire. Il a un rôle adaptogène. Il soutient les réponses en fait de l'organisme face à des stress physiques, émotionnels, environnementaux. Donc vraiment un effet d'adaptation. Il a des propriétés prébiotiques, notamment en raison de la présence de polysaccharides, ce sont des sucres à longue chaîne, et notamment les bêta-glucanes. Donc elles ont un effet, vous verrez après, au niveau du système immunitaire, mais elles ont également un effet sur le microbiote intestinal. Et je je parle aussi d'effet pléiotropique. Donc vous trouverez peut-être ce mot, régulièrement sur internet. On parle d'un effet pléiotropique. Donc qu'est-ce que c'est qu'un effet pléiotropique? C'est-à-dire que c'est un effet, général qui agit sur, voilà, plusieurs systèmes. Donc ces champignons agissent sur quasiment tous les systèmes, tous les organes. Donc si tu vas un petit peu plus en détail, quand on parle, de capacité immunomodulatrice, donc savoir que les champignons médicinaux peuvent donc aider à renforcer le système immunitaire de manière préventive, notamment tout ce qui est lutte contre les infections, et également ils peuvent l'équilibrer en cas de surstimulation, donc tout ce qui est réaction allergique, tout ce qui est atopie et aussi maladie auto-immune. Et ils ont également des activités anti-inflammatoires.
Donc en fait, les champignons utilisés en mycothérapie, en fait, ils sont capables de tempérer ou d'encadrer certaines activités immunitaires s'il le faut. Et donc il n'y a généralement pas de risque de faire flamber une maladie auto-immune ou une inflammation avec les champignons habituellement utilisés en mycothérapie. Alors, du moins tous ceux qu'on connaît, après il y a peut-être, comme je dis, d'autres qu'on ne connaît pas. Donc, mais généralement, vous n'avez pas de risque de faire flamber une maladie auto-immune en utilisant des champignons. D'accord? Il faut faire attention à cette idée selon laquelle les champignons de mycothérapie sont déconseillés en cas de maladie auto-immune, hein. C'est pas parce qu'il y a des études qui montrent que, par exemple, les bêta-glucanes augmentent l'activité de certaines cellules immunitaires, comme les macrophages et l'immunité antibactérienne ou antivirale, que d'un autre côté, ça va provoquer une augmentation des phénomènes d'auto-immunité. Pas du tout. Donc, au contraire, en fait, ces bêta-glucanes, notamment, vont avoir un effet éducateur et équilibrant sur le système immunitaire. Et en plus, je vous dirais attention aux études, des fois, qui sont souvent in vitro, hein, donc dans des petits tubes, hein, qui regardent parfois qu'un seul composé d'un champignon sans prendre en compte le totum, soit des centaines de molécules. Donc des fois, ce que vous pouvez conclure avec un composé, c'est totalement pas la réalité quand vous donnez le champignon qui est une entité en lui-même et qui contient des centaines de molécules. Donc attention à tout ce que vous pouvez lire et voir. Donc retenez vraiment que le champignon, il a ce côté immunomodulateur et capable d'encadrer, de tempérer les réactions du système immunitaire, de stimuler, on va dire, l'immunité, la bonne immunité, notamment l'immunité antivirale et antibactérienne. Rôle adaptogène du champignon médicinal. Donc les champignons possèdent en fait tous des propriétés adaptogènes qui viennent soutenir les réponses physiologiques de l'organisme face à différents stress. Ils aident à rétablir donc l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre en agissant sur le système nerveux, sur les glandes endocrines, la thyroïde, les surrénales, les gonades. Donc les gonades, c'est tout ce qui est ovaires et testicules, hein. Et 2 champignons adaptogènes par excellence, hem, du coup, c'est, notamment le cordyceps et le reishi. Effet prébiotique. Donc les champignons médicinaux vont moduler le microbiote intestinal, hein. Donc on a les polysaccharides notamment présents dans ces champignons-là et aussi d'autres molécules qui vont stimuler la croissance de bactéries bénéfiques, hein, notamment lactobacilles, bifidobactéries et aussi inhiber les mauvaises bactéries, hein, qu'on appelle notamment les pathobiontes. Et enfin, sur ces effets pléiotropiques, hein, les champignons médicinaux sont capables d'avoir des actions sur l'ensemble des systèmes, donc système immunitaire, digestif, endocrinien, nerveux, ou encore le système cardiovasculaire, par exemple. En fait, on pourrait dire qu'en mycothérapie, on peut presque ne pas faire d'erreur en donnant un champignon dû à la grande diversité des cibles d'action. Alors bien évidemment que vous verrez après, il y a certains champignons qui sont plus indiqués sur la sphère cardiovasculaire, plus indiqués sur l'aspect neuro-immunitaire ou encore digestif, mais voilà. Vous savez, par exemple, si vous donnez du reishi, il agit sur tellement de choses que vous pouvez aussi bien aider sur le digestif, sur le neuro, sur la thyroïde, sur les surrénales, voilà, sur énormément de choses. Donc on peut presque ne pas faire d'erreur. D'accord? Donc, application de la mycothérapie, il faut savoir qu'il y a différentes variétés de champignons et on a plus d'une centaine d'activités thérapeutiques qu'on peut dénombrer. Donc, c'est énorme. Je vais vous citer les activités principales, les applications principales, notamment tout ce qui est dysbiose intestinale, syndrome de l'intestin irritable, maladie inflammatoire intestinale, tout ce qui est Crohn, rectocolite hémorragique. En oncologie, alors ça, il y a énormément d'études, hein, c'est toute la partie oncologie, et également système immunitaire. Donc, intérêt de la myco dans les maladies auto-immunes, infections virales ou bactériennes. Système nerveux, hein, tout ce qui est troubles neuro, psy, maladies neurodégénératives également, et tout ce qui est système cardiovasculaire et pulmonaire. On voit les applications, on va dire, principales. Donc, molécules actives des champignons. Vous avez plein de choses dedans. Je ne peux pas tout vous lister, parce que c'est des centaines de molécules. Bon, vous trouvez des vitamines, effectivement, des minéraux, notamment du cuivre. On en a pas mal dans le champignon, hein, savoir que les champignons sont relativement riches en cuivre. Acide aminé libre, GABA. Bon, il faut savoir que les teneurs en vitamines et minéraux, acide aminé libre et GABA sont faibles. Donc, ne comptez pas via la mycothérapie pour remonter quelqu'un en zinc, en vitamine B, etc. Donc ça, je vous le dis, mais je dirais que c'est plutôt pas anecdotique, mais voilà, ne comptez pas là-dessus en tout cas pour complémenter quelqu'un. Par contre, alors, vous avez différents types de molécules. Donc, vous avez effectivement présence de statines naturelles en petite teneur, notamment de la lovastatine qu'on retrouve dans les champignons.
Donc c'est pour ça que certains champignons en mycothérapie, notamment le reishi par exemple, le maitake ou d'autres, peuvent avoir des effets légers hypocholestérolémiants. Donc bien évidemment, vous n'avez pas les effets secondaires des statines médicamenteuses, hein. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a présence de ces molécules-là dans les champignons. Vous avez présence de lectine, donc de molécules qui ont des activités immunomodulatrices, antivirales, antitumorales. Vous trouvez de l'ergothionéine. Donc la L-ergothionéine, c'est un acide aminé qui est produit par les champignons. Il a de fortes propriétés antioxydantes, vraiment très puissantes. Vous trouvez des fois d'ailleurs des compléments où on vend cette molécule-là isolée. On a présence de nombreux terpènes, terpénoïdes. Donc ces terpènes vont avoir des activités anti-inflammatoires, antioxydantes, antivirales, antihistaminiques, hépatoprotectrices, antitumorales. Et un exemple de triterpénoïdes, par exemple l'acide ganodérique qu'on retrouve dans le reishi. On a d'autres aussi, comme les lucialdéhydes, qui sont aussi d'autres types de triterpénoïdes qu'on trouve dans le reishi, notamment. Beaucoup d'enzymes également, on trouve de la sode, du peroxyde dismutase, différentes protéases qui ont des activités antitumorales notamment. Donc, on a aussi présence en grande quantité de bêta-glucanes. Donc, ces bêta-glucanes, elles ont des activités prébiotiques et immunomodulatrices très importantes. Et dans les champignons, ce sont les bêta-glucanes 1,3, 1,6, d'accord, qui ont cet effet spécifique immunomodulateur. Donc retenez bien ça, bêta-glucane 1,3, 1,6, je reviendrai après. On a aussi présence de glycoprotéines, hein, qu'on appelle ça protéoglycanes également. Ce sont des protéines qui sont liées à des chaînes de bêta-glucanes et elles ont des fonctions immunomodulatrices et antitumorales très puissantes. On a notamment une molécule qu'on appelle la crestine, qu'on appelle aussi la PSK, qu'on trouve dans le Coriolus versicolore. Bon, malheureusement, elle n'est plus autorisée en Europe, du moins, mais voilà, c'était une molécule qui était, enfin, qui est extrêmement antitumorale, qui est extrêmement puissante, qui est d'ailleurs utilisée comme un médicament au Japon. Je reviendrai un petit peu plus tard là-dessus. On a également en présence de FIP, donc ces fameuses Fungal Immunomodulatory Proteins. Ces protéines de faible poids moléculaire qui ont un rôle immunorégulateur également extrêmement puissant. Donc la première FIP a été découverte dans le reishi d'ailleurs en 1989 par un japonais. Donc en gros, vous avez vraiment beaucoup de choses, beaucoup de molécules actives qu'on retrouve dans ces champignons. Alors quelle partie du champignon peut-on utiliser? On peut utiliser donc ce qu'on appelle le sporophore, hein, c'est le fruit, c'est ce que vous voyez en fait quand vous voyez dans la forêt un champignon, vous voyez le sporophore, hein, vous voyez le fruit, vous ne voyez pas la partie souterraine qu'on appelle le mycélium, qui d'ailleurs peut atteindre plusieurs kilomètres carrés en milieu naturel, hein, c'est énorme, hein, ça peut vraiment s'étendre beaucoup. On a une composition qui est relativement similaire en principe actif dans le mycélium et le sporophore. Les champignons médicinaux sont très souvent savoir cultivés sur un substrat de céréales, ça peut être de l'avoine, du riz, des fois sur bois, rondin, écorce. Et dans certains cas, c'est uniquement en bioréacteur, comme notamment le mycélium de cordyceps. Le cordyceps, on peut pas le trouver, enfin, on peut le trouver en tant que tel hors mycélium, mais c'est un petit peu compliqué parce que dans la nature, c'est un champignon qui va en fait parasiter les chenilles de papillons qui hivernent dans la terre, dans les montagnes tibétaines. Donc voilà, pour autant dire que c'est un petit peu compliqué à s'en fournir. Donc c'est pour ça qu'en fait, il est cultivé en laboratoire et c'est le mycélium qu'on cultive, celui dans des bioréacteurs avec un substrat de culture particulier. Et là, c'est voilà, le cordyceps sera uniquement du mycélium que vous trouverez hein, généralement en complément. Alors, il y a quand même une problématique avec le mycélium, c'est que ça forme des fibres vraiment très fines, comme c'est une sorte de réseau racinaire en fait, hein. Et ces zifs, elles sont fines et fragiles, elles sont complètement enchevêtrées dans le substrat de culture. Et donc, il est impossible de séparer, quelqu'un qui vous dit qu'il y arrive, c'est pas vrai. Donc, c'est impossible de séparer le substrat de culture de ces mycéliums-là. Ça veut dire que le produit final n'est pas pur. Quand vous avez un produit à base de mycélium, vous avez voilà, une grande partie du produit qui est en fait des substrats de culture, des bêta-glucanes qui viennent du riz enfin, de l'avoine par exemple, ou des substrats qui ont été utilisés. Donc voilà, si on veut vraiment un produit pur, c'est le sporophore qu'il faut utiliser, et pas le mycélium. Alors, au niveau législation, il faut savoir que au sein de l'Union européenne, seuls les mycéliums de cordyceps et de shiitake sont autorisés, ainsi que l'AHCC, l'Active Exhaust Corrected Compound, on reviendra là-dessus. C'est un extrait breveté en fait de mycélium de shiitake qui est titré en la alpha-glucane, pas en bêta-glucane.
Et donc ces mycéliums sont pas autorisés en Europe, c'est pas parce qu'ils sont dangereux, hein, c'est parce que d'une manière générale, la quasi-totalité des mycéliums champignons sont considérés comme des novel food et donc du coup, ben, c'est un petit peu compliqué de mettre sur le marché un produit qui a le classé novel food. Voilà pourquoi, habituellement, il y a plein de mycéliums qui sont pas autorisés, en fait. Par rapport au Coriolus versicolore, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est un champignon qui est, fabuleux, n'est plus en vente en Europe, hein, depuis quelques années, sauf usage vétérinaire. On peut le donner, à des chiens, des chats, mais soi-disant pas aux humains. Là, encore une fois, c'est pas parce qu'il est dangereux, c'est parce qu'il rentre dans la réglementation novel food, hein. Donc il s'agit d'un des champignons au potentiel antitumoral les plus puissants, il y a vraiment une molécule dedans qui a un potentiel antitumoral qui est extrêmement puissant et d'ailleurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est considéré comme un médicament au Japon. Il a le statut d'adjuvant thérapeutique dans le traitement des cancers, c'est pas rien, hein. Donc quand on donne ce PSK avec un traitement, standard anti-cancer, notamment très efficace pour les cancers digestifs, on a un taux de survie derrière, et une éradication des cancers qui est vraiment augmenté de manière très, très, très importante. Donc c'est dommage qu'il ait été interdit, du moins en Europe. Donc concernant les formes Tiens, Christian, galéniques, oui, Christian, si tu permets, juste une question, et pour ceux qui ne le sauraient pas, tu peux redire, redéfinir ce que c'est un produit novel food. oui, donc un produit novel food, pas de souci. Alors, déjà, j'ai juste une petite question. Quelle est la différence entre c'est là, hein, j'ai une question, quelqu'un avait peut-être Mhm. pas très bien compris. Qu'est-ce que c'était le sporophore, le mycélium? Le sporophore, c'est la partie fruit, c'est ce que vous voyez quand que vous allez en forêt, vous allez cueillir un boulet ou un cèpe, ce que vous mangez, c'est la partie fruit, c'est le sporophore, c'est la partie visible. La partie mycélium, c'est comme si vous voulez la partie racinaire d'un arbre, c'est toute cette partie en fait souterraine qui se développe d'ailleurs énormément du champignon. Donc c'est ça la différence entre les 2. Donc là, c'est le vous voyez, sur l'image, à droite, vous avez le sporophore, la partie fruit et le mycélium qui est la partie sous-traîne. Donc voilà, j'espère que ça a bien été compris ça. Donc novel food en fait, c'est un règlement, hein, qui a été sorti par, la Comité européenne et en gros, qui dit que tous les, aliments, ingrédients dont la consommation était négligeable avant, 97, je crois que même c'est avril ou mai 97, oh désolé, je suis trompé de mois. Donc j'ai décidé comme ça une date et ils ont dit: «Bah, tout ce qui était avant 97, peut consommer de manière anecdotique et novel food» et donc du coup, quand vous avez un ingrédient qui est novel food, heu c'est pas qu'il est interdit, mais c'est que, pour le remettre sur le marché, ben, vous devez fournir tout un tas de dossiers, de procédures qui font que c'est très difficile à le faire passer parce que ça demande, de fournir des études, ça demande un investissement, de monter des dossiers considérables. Donc, quand vous avez voilà, quelque chose qui a été classé novel food, ça veut pas dire que c'est interdit parce que c'est dangereux. C'est juste que voilà, c'est un règlement qui a été sorti et puis, ben, quand un ingrédient est considéré novel food, vous devez, suivre toute une procédure pour le remettre en fait sur le marché et pouvoir le vendre. Donc le exemple du Corius versicolore est considéré novel food en Europe. Donc en Europe, ben, pour l'instant, on peut pas le commercialiser, sauf usage vétérinaire. On peut pas le vendre, en consommation humaine. Mais comme je dis, c'est pas parce que c'est dangereux, hein. Un ingrédient novel food n'est pas dangereux sur le principe. C'est voilà, c'est un règlement européen. Ce qui fait qu'on a eu aussi des compléments qu'on a mis pendant tout un moment sur le marché et qu'on a dû retirer du marché C'est ça. parce que, on était dans cette législation-là et de manière générale, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avant que ce soit accordé. Mmh. Surtout Exactement, si ça marche mieux que certains médicaments. oui. Ben, là pour le Corius versicolore, clairement on peut se poser des questions, hein. Pourquoi celui-là spécifiquement a été interdit au vu de ces recherches qui sont très prometteuses et vraiment sur le cancer. On se dit: «On a des Mhm. études, c'est phénoménal l'effet anticancéreux qu'on a, hein». C'est une molécule naturelle la parmi les plus puissantes anticancéreuses qu'on peut retrouver dans la nature, hein. Ils vont utiliser au Japon, ils sont peut-être des fois peut-être plus intelligents que nous. Voilà, parenthèse fermée sur le novel food. Merci. On va passer sur les formes, galéniques. Hem, donc on a, bon, clairement, tout ce qui est champignons frais, séchés ou en conserve, hein, c'est pour la cuisine, hein. Un des seuls intérêts des champignons frais, ça réside surtout dans l'effet prébiotique. Par contre, là, vous l'avez encore parce que vous avez toutes les fibres que vous avez dans le champignon, mais en tout cas, voilà, comptez pas là-dessus pour avoir vraiment un effet, thérapeutique, important. Voilà, donc c'est bien des petits shiitakes grillés à l'huile d'olive au sel, c'est excellent, j'adore ça. Heu, donc
gardez-les pour la cuisine. Mais sinon, sous forme de complément alimentaire, hein, ce qu'il y a de mieux, c'est les extraits. Donc on a aujourd'hui des techniques modernes qui permettent de récupérer et les composants hydrosolubles et liposolubles. Donc hydrosoluble, soluble dans l'eau et liposoluble dans le gras, en gros. Donc c'est les techniques d'extraction, notamment hydroalcooliques, sont intéressantes parce que ça permet de récupérer toutes les molécules. Et c'est souvent important que l'extrait soit d'ailleurs hydroalcoolique parce que si vous avez qu'un extrait à base d'eau, ben, vous ne récupérez pas certaines molécules qui ne sont pas hydrosolubles, comme notamment les terpènes. Typiquement, si vous voulez faire de l'huile essentielle où il y a plein de terpènes, ben, vous récupérez la partie huile, la partie hydrolat, vous n'avez pas les molécules, les mêmes molécules que vous avez dans la partie huile essentielle, par exemple. Donc l'extraction des bêta-glucanes, hein, c'est intéressant parce que ça permet d'augmenter leur solubilité, leur biodisponibilité, tout l'intérêt des extraits. On a souvent dans les extraits d'ailleurs, vous voyez, la plupart des compléments sur le marché contiennent au moins 20 à 30 de bêta-glucanes. Donc bêta-glucane 1, 3, 1, 6, celles qui sont intéressantes. Si vous voyez des compléments à 5 ou 10 de bêta-glucane, c'est sûrement pas des trucs très concentrés ou d'extrême qualité. On a aussi des compléments alimentaires donc sous forme de poudre. Alors, la poudre, c'est pas que c'est mal, mais vous avez un contenu bien sûr plus faible en principe actif, hein. Vous avez juste des champignons en poudre, ben, évidemment, c'est pas aussi concentré que les extraits, hein. Ça, on pourra pas vous dire l'inverse, hein. Il y a une plus faible biodisponibilité des bêta-glucanes dans la poudre également, parce que la dissolution est plus difficile. Donc en fait, une grande partie des bêta-glucanes est alors piégée dans les fibres insolubles, en fait, exception de la poudre qui est dite ultra-micronisée, hein, qui là va provoquer la rupture des membranes cellulaires et donc va permettre de libérer les bêta-glucanes. Mais même la poudre ultra-micronisée aura toujours de plus faibles concentrations d'actifs que les extraits. D'accord? Donc sur les compléments, ce qui est important bien sûr quand vous en achetez, c'est, d'être sûr que, le laboratoire peut vous garantir la traçabilité de la matière première, des extraits de qualité, notamment afin d'éviter de la contamination par métaux lourds. Parce que les champignons sont des fixateurs de polluants, notamment les métaux lourds, hein, fixateurs de radiation également. Donc n'allez pas manger des champignons qui ont poussé à côté de Tchernobyl, hein. Voilà. Il faut, aussi regarder la mention de la teneur en bêta-glucane des compléments et surtout en bêta-glucane 1,3,1,6. C'est elle qui nous intéresse. Si on vous dit juste bêta-glucane, voilà. Donc en petite précision par rapport, chez Nutriogix, nous on a mis, ces compléments 30 de bêta-glucane. On modifiera ça, mais c'est bien évidemment de bêta-glucane 1,3,1,6 dont on parle. Mais en tout cas, vérifiez que le laboratoire, s'il vous parle de bêta-glucane, il puisse vous dire: «Oui, oui, ce sont bien des bêta-glucanes 1, 3, 6», parce que c'est vraiment elles qui ont l'effet important au niveau du système immunitaire et de l'immunomodulation, d'accord? Préférez toujours un produit obtenu par extraction hydroalcoolique, je vais l'expliquer pourquoi, pour extraire et les composants solubles, dans l'eau et ceux qui ne le sont pas. Privilégiez les extraits provenant du sporophore plutôt que le mycélium, exception du cordyceps, parce que comme je vous ai expliqué, ça sera le cordyceps, c'est du mycélium uniquement, à part si vous allez, au Tibet, vous allez récupérer sur place les petits champignons, mais en tout cas, ce sera du mycélium et la HCC qui est ce fameux extrait de, mycélium de shiitake. Donc les bêta-glucanes, il faut savoir qu'elles sont, hydrosolubles, mais leur poids moléculaire, en fait, est très important. Elles ont une structure très rigide, ce qui a tendance à diminuer leur absorption. Donc on a, voilà, des études qui semblent montrer que la vitamine C augmente la biodisponibilité des bêta-glucanes, donc c'est important, donc soit qu'il y ait déjà la vitamine C dans le complément, soit d'en ajouter à côté. Vous n'avez pas besoin d'en ajouter en grande quantité, hein, même 50 milligrammes, ça suffit. En tout cas, la vitamine C va augmenter la biodisponibilité des bêta-glucanes et des études semblent avoir soulevé un effet synergique au niveau des réponses immunes. La prise de mycothérapie est, préférable à jeun, mais potentiellement, il y a aussi une moins bonne tolérance digestive, hein, quand vous le donnez à jeun. Donc il y a des fois des gens qui supportent pas très bien et bon, quand avec un repas, des fois, ça passe bien mieux. Donc voilà, c'est quand même absorbé durant un repas, il y a pas de souci, mais si on peut le donner à jeun, on peut c'est mieux de le donner à jeun. Ça dépendra des personnes. Certaines personnes, qui sont sensibles au niveau de l'estomac et du digestif, il sera peut-être mieux leur donner dès le repas, dès le départ. D'accord? Hem, on a certaines molécules, hein, comme le resveratrol, hein, qui est un antioxydant, ou des extraits d'olivier riches en polyphénol, qui pourraient aussi améliorer les effets des bêta-glucanes, à savoir. Donc là, je vais parler, maintenant un peu des bêta-glucanes et notamment, des bêta-glucanes fongiques et celles des céréales, hein. Vous compreniez quand même, la grosse différence. On sait pas qu'il y en a une qui est pas bien et l'autre qui est mieux, mais il faut savoir, quelles sont les propriétés de l'une et de l'autre. En gros, si vous voulez
les activités sur le système immunitaire et l'immunomodulation, ce sont les bêta-glucanes fongiques 1, 3, 1, 6 qui ont cette activité-là. Les bêta-glucanes 1, 3, 1, 4 sur le schéma du haut, en bleu, ça, c'est ce qu'on retrouve dans les céréales. Ils ont plutôt un effet métabolique et sur le microbiote. Donc, si vous voulez agir vraiment sur le système immunitaire, c'est pas l'avoine qu'il va falloir prendre, c'est les champignons, d'accord? Donc, importance des bêta-glucanes 1, 3, 1, 6. Hem, un petit tableau qui vous montre, ce qu'on peut retrouver, hein, comme type de bêta-glucane. Donc, vous avez tout en bas, bien sûr, celle des céréales, dont je vous ai parlé, qui sont de type 1, 3, 4, qui ont plutôt un effet, on va dire métabolique, sur la santé cardiovasculaire également. Vous avez les bêta-glucanes 1, 3, 6 fongiques qu'on retrouve également dans les levures. C'est pas tout à fait les mêmes par contre, hein. La structure, les ramifications, qu'on retrouve dans les champignons, mycothérapie, c'est pas tout à fait la même chose que dans les levures. Donc, n'avez pas pensé qu'en donnant des extraits de levure, par exemple, les bêta-glucanes des levures ont aussi des effets sur le système immunitaire, mais c'est différent de celle des champignons. Hem Et donc, c'est vraiment cette structure ramifiée des bêta-glucanes, fongiques 1,6 qui est importante. En fait, a priori, les propriétés des bêta-glucanes sont plutôt liées aux ramifications latérales, en fait, aux branches latérales, plutôt qu'à la chaîne principale. Hem, donc là, vous voyez, voilà, une petite, image une structure des bêta-glucanes 1,6 et vous voyez donc les ramifications. On a une structure, une chaîne principale et puis des ramifications. Vous avez aussi, par contre, on a trouvé aussi des choses intéressantes, notamment dans les algues. Vous avez notamment un extrait qui s'appelle Betaviac, un extrait breveté de bêta-glucane issu de microalgues et là, ce sont des chaînes linéaires. Il n'y a pas de ramification, d'accord? Ce sont juste des chaînes 1-3, d'accord? Il n'y a pas une ramification 1-3, 1-6 et donc du coup, heu, ces, bêta-glucanes 1-3 des microalgues peuvent aussi avoir des effets positifs et notamment sur le système immunitaire. Donc ce fameux extrait breveté Betavia, qui est un extrait breveté de bêta-glucane issu de microalgues, a montré notamment des effets positifs sur le système immunitaire et aussi un effet prébiotique sur le microbiote. Donc mécanisme d'action des bêta-glucanes fongiques. Heu, comment ça marche? Alors c'est compliqué, hein, je vais essayer de vous simplifier la chose, hein. Hem, en gros, faut savoir que ces bêta-glucanes résistent à l'acide gastrique et en fait arrivent dans l'intestin sous une forme, intacte. Donc ces bêta-glucanes, elles vont être absorbées de 2 manières, hein. Donc on a des zones qui sont, ce qu'on appelle les plaques de Peyer, hein, au niveau de l'intestin. Et donc on a notamment ce qu'on appelle les cellules M et c'est au niveau de ces cellules M qu'on va avoir, en fait, entrée, et captation des bêta-glucanes et cette captation peut aussi se faire par les cellules dendritiques. Donc ces cellules dendritiques sont des cellules, l'immunité qui sont très importantes. On appelle ça des cellules présentatrices de l'antigène notamment, vont présenter des antigènes aux autres cellules immunitaires et ces cellules dendritiques, elles ont des propriétés particulières. Elles ont des dendrites, c'est comme des petits bras, donc c'est capable de passer leurs petits bras, en fait, au travers de la paroi, de l'épithélium intestinal et d'aller, en fait, récupérer. C'est un peu des rôles de senseurs. Elles vont voir ce qui se passe un peu dans le microbiote et elles vont récupérer ces bêta-glucanes et elles vont être capables derrière de les amener, de les présenter d'ailleurs aux cellules, immunitaires. Donc une fois ces bêta-glucanes, rentrés, en fait, dans la sous-muqueuse, dans la lamina propria au niveau intestinal, quel est le résultat? C'est qu'il va y avoir un effet d'activation des cellules immunitaires, des macrophages, des lymphocytes T, des lymphocytes B, des cellules NK, les natural killers. Donc on a une action globalement sur l'immunité innée et acquise, d'accord? Et OK, ça stimule les macrophages, ça va les aider notamment, les stimuler de la bonne manière en fait, en stimulant les réponses notamment antivirales derrière, antibactériennes notamment, mais aussi ça va avoir cet effet immunomodulateur sur l'ensemble des acteurs du système immunitaire et ça va permettre aussi du coup d'éduquer le système immunitaire et de tempérer les activités en fait du système immunitaire. Donc il existe d'ailleurs des récepteurs sur lesquels les bêta-glucanes vont se fixer. On parle de TLR2, donc c'est les Toll-like récepteurs par exemple. On connaît beaucoup le TLR4 parce que lui, il reconnaît le LPS bactérien. Par exemple, on a d'autres types de TLR, donc notamment le TLR2. C'est présent au niveau de différentes cellules du système immunitaire. On a aussi le récepteur qu'on appelle dectine-1, qu'on retrouve sur les macrophages. Et donc là, ces bêta-glucanes vont pouvoir aussi interagir avec ces récepteurs. D'accord? Ils vont interagir avec les cellules dendritiques, les macrophages, et elles vont également, ces bêta-glucanes, pouvoir être découpés
en fragments et puis transportés dans le réseau lymphatique et être présentés à plusieurs cellules du système immunitaire. Donc c'est pour ça aussi que vous allez comprendre, il y a un effet d'activation peut-être immédiate de certaines cellules immunitaires, mais du fait aussi qu'elles vont être processées, découpées, et elles vont transiter ensuite au niveau du réseau lymphatique. Du coup, il y a voilà, sur autant certains compléments, certaines choses pouvaient avoir des effets immédiats, autant la mycothérapie, il faut attendre au moins 2-3 semaines pour qu'il commence à avoir une action des bêta-glucanes et des modulations. Donc n'attendez pas forcément des effets trop rapides avec la mycothérapie. Ben, si votre patient prend des champignons et qu'il dit au bout de 3 semaines, je ne vois pas de différence, alors certains commencent déjà à sentir la différence, mais en tout cas, vous pouvez largement attendre un mois avant d'évaluer un début d'effet, hein, parfois. OK. Donc maintenant, on va passer, on va faire un petit tour de vue rapide des champignons. Donc, je vous ai présenté au départ les voilà 6 champignons que j'ai choisi de sélectionner parce que, ils sont très connus, on les utilise beaucoup, il y en a plein qui sont intéressants, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose on trouve facilement aussi dans les compléments. Donc c'est le reishi, le maitake, le shiitake, le champignon du soleil, l'éricium et le cordyceps. Je suis en train de regarder un petit peu les questions, mais il y a des questions, voilà, je vais y répondre au fil de l'exposé et puis d'autres, je répondrai à la fin, ne vous inquiétez pas. Alors, le reishi, bon, comme tous les champignons, dans les composés intérêts qu'on retrouve dedans, on a notamment, les bêta-glucanes, hein, ça on trouve de toute façon dans tous les champignons, les bêta-glucanes, 1, 3, 6, très bien retenu. On a aussi présence de grandes quantités de protéoglycanes, de lectine, des triterpénoïdes, donc ces fameux acides ganodériques dont vous avez parlé, qui sont très intéressants, responsables de plein d'effets. On a aussi les lucialdéhydes qu'on retrouve dans le reishi. Le reishi, hein, c'est le champignon l'immortalité, hein, qu'on appelle champignon l'immortalité, on l'appelle aussi champignon roi et pour ceux qui font de la médecine traditionnelle chinoise, c'est le champignon qui mobilise le qi. Donc ça veut dire, c'est l'énergie ou la force vitale du corps. Vous allez comprendre du coup que c'est vraiment, le champignon par excellence pour le côté adaptogène, en fait. D'ailleurs, avec le reishi, on fait quasiment jamais d'erreur. Il a un tropisme en fait tellement large qu'il est presque indiqué en toutes les pathologies, hein. Et d'ailleurs, on le considère aussi comme une sorte de potentialisateur des autres champignons. C'est pour ça souvent qu'on l'associe à un autre. Euh, Par exemple, si vous voulez donner du cordyceps, vous pouvez vous dire, je vais aussi donner le reishi, ça va potentialiser les effets des autres champignons. Donc c'est vraiment intéressant, souvent on ajoute avec d'autres, vous pouvez aussi l'utiliser seul, il n'y a aucun souci. Mais voilà, le reishi, on dit souvent, mais si vous ne savez pas quoi donner, vous donnez le reishi, vous êtes sûr de faire du bien, ça va agir sur quelque chose et donner un effet positif. Donc les tropismes, donc les actions principales, c'est au niveau du système cardiovasculaire, immunitaire, nerveux, endocrinien. En application clinique, donc on a tout ce qui est immunomodulation, santé mentale, émotionnelle, d'accord? Troubles musculo-squelettiques, tout ce qui est arthrite, fibromyalgie, ostéoporose. En oncologie aussi, il est utilisé pour tout ce qui est douleur, pathologie inflammatoire, maladie cardiovasculaire également. Donc dans les effets qu'on peut attendre, c'est le renforcement et la modulation du système immunitaire. Il a un effet anti-inflammatoire, pas inflammatoire, anti-inflammatoire et analgésique puissant. On l'appelle je donnais le nom, peut-être que quelqu'un a déjà donné, mais en tout cas, moi je disais ça j'appelle ça la mycocortisone, donc c'est myco pour champignon. Donc c'est vraiment un effet anti-inflammatoire très intéressant et antidouleur. Il est aussi antihistaminique, dû notamment à la présence d'acide ganodérique dedans. Un effet antidépresseur, anxiolytique, régulateur du sommeil. On a plusieurs études qui montrent vraiment un effet intéressant à ce niveau-là, sur la régulation du sommeil, de l'humeur. Il équilibre les hormones féminines, notamment les œstrogènes. D'accord, peut être intéressant pour les situations d'hyperœstrogénie surtout. Euh, Également sur tout ce qui est endométriose. Il équilibre les hormones thyroïdiennes, donc il peut être aussi indiqué en cas d'hyper que d'hypothyroïdie. Ça améliore l'oxygénation du corps et le métabolisme mitochondrial. Très intéressant aussi pour les problèmes de fatigue chronique, Covid long, etc. Shiitake, champignon très apprécié pour ses qualités culinaires, particulièrement en Chine et au Japon. On en a un petit peu chez nous aussi. Euh, Composé d'intérêt, donc bêta-glucane, comme les autres champignons. On a aussi le lantinane, ça retenez ce nom-là, lantinane, c'est vraiment une composée qui a un effet sur le système immunitaire très, très puissant dans le shiitake. Donc le tropisme, système cardiovasculaire, immunitaire, hépatique.
Application clinique, tout ce qui est infection virale, bactérienne, d'accord? Dépression immunologique, vraiment pour renforcer le système immunitaire. Syndrome métabolique, oncologie, infection cutanée, maladie hépatique. Donc, effet en tout cas sur le renforcement du système immunitaire, bien connu. Effet antiviral également. Propriétés antitumorales et hépatoprotectrices. Le maïtake contient voilà, toujours des bêta-glucanes, évidemment, beaucoup de lectine, des métalloprotéines. Il contient aussi, comme je les ai mis avant, le shiitake du trialose, hein, qui a une sorte de disaccharide qui a un effet prébiotique. Il est plus intéressant pour ça. Au niveau du tropisme, c'est système cardiovasculaire et immunitaire par excellence. Intéressant pour tout ce qui est obésité, syndrome métabolique, maladie cardiovasculaire, d'accord, dépression immunologique, problématiques liées au tissu de soutien pour la peau. Donc quand je parle de problématiques liées au tissu de soutien, ça parlera peut-être à des personnes parmi vous. On en recommande notamment pour tout ce qui est problématique liée à une fragilité du collagène dans les tissus de soutien. Donc, notamment le maïtake est recommandé dans certains protocoles pour tout ce qui est syndrome du spectre de l'hypermobilité, comme la maladie des lèvres dans l'os. Bon, les lèvres dans l'os fait partie du spectre des troubles d'hypermobilité. Il y a plusieurs formes dedans. D'accord. Alors bien évidemment, manière d'un los, ceux qui connaissent, c'est une maladie génétique, donc le maïtake ne soigne pas une maladie génétique, mais en tout cas, il peut aider quand même sur le côté, problématique dans la qualité du collagène. Donc les effets, on a un effet important activateur du système immunitaire, notamment ça stimule beaucoup les cellules NK, natural killers, donc cellules importantes notamment pour la lutte antitumorale, c'est pour ça qu'il a aussi des propriétés antitumorales. Il est hypoglycémiant, hypotenseur, hypolipémiant, fait diminuer le cholestérol, les triglycérides, etc. Module la production de collagène, effet antifibrotique, antithrombotique. Champignon du soleil, ça, il a été découvert au Brésil. Donc son nom, champignon du soleil, d'ailleurs, vient de son appellation locale, hein, c'est la Garicus blasei. Contient voilà, beaucoup de polysaccharides, de protéoglycanes, beaucoup d'enzymes aussi, comme la superoxyde dismutase. Des effets intéressants antioxydants. Important, il est très intéressant au système immunitaire, système hépatique. Les applications, c'est tout ce qui est immunomodulation, allergie, pathologie mastocytaire également. Terrain atopique, eczéma, psoriasis, candidose également, hépatite auto-immune, diabète. Donc ce champignon-là, s'il a un effet sur la modulation du système immunitaire qui est très intéressant, et notamment, c'est un des champignons avec le reishi aussi, par excellence pour la baisse de l'auto-immunité. Alors, j'ai mis léger effet immunosuppresseur. Je l'ai mis, mais j'aime pas trop le mettre parce que du coup, tout de suite, on dit OK, ça diminue l'immunité, c'est pas bon, ça va derrière, vous savez, immunosuppresseur, quand c'est des médicaments notamment qui sont puissants, ça risque de trop diminuer le système immunitaire, le patient après est sensible à des infections, etc. Là, c'est pas du tout ça, hein. Vous renforcez le système immunitaire, comme je vous ai dit, contre tout ce qui est lutte antivirale, antibactérienne. C'est juste que là, vraiment des études qui semblent montrer que celui-là, il a vraiment un effet notamment sur la prolifération de certaines cellules immunitaires. Donc lui, c'est vraiment le champignon par excellence pour l'auto-immunité. Ça le retenez, champignon du soleil, auto-immunité. Ici, anti-allergique, stabilisateur des mastocytes, réduction des IgE, donc intéressant pour les allergies, et pour aussi les pathologies mastocytaires, puisque les IgE vont sensibiliser les mastocytes. Régule l'équilibre TH1, TH2. Fongicide et bactéricide. Donc, il a une action, notamment, il stimule les macrophages et notamment stimule limité antifongique. Alors, juste avec ça, on ne va pas se débarrasser d'une candidose, bien évidemment, il faut aussi des antifongiques, mais en tout cas, il peut être intéressant aussi quand même pour agir à ce niveau-là. Un effet antidiabétique, hypoglycémiant, action antioxydante. Dans l'effet antidiabétique, plutôt type 1 ou type 2 ou les deux? Pour répondre à Paul. Les deux, parce qu'il y a un effet sur l'auto-immunité également. Il y a des études chez l'animal qui montrent Mm. une amélioration, du coup, une diminution quand on a un diabète type 1, on a destruction de cellules bêta, et donc du coup, on a, bien évidemment,
ce serait compliqué de dire que chez l'homme, en donnant ça, on va réverser le diabète de type 1, on n'est pas à ce stade-là, mais en tout cas, comme ça diminue l'auto-immunité, ça agit au niveau notamment aussi du stress oxydatif, au niveau des cellules bêta. Donc sur le diabète de type 1, vous pouvez améliorer la fonctionnalité des cellules bêta. Ça peut avoir un effet positif, effectivement. Et sur le diabète de type 2, également aussi. Merci. Après, bien évidemment, vous n'avez pas donné ça pour remplacer, vous savez, quand vous avez toutes les cellules du pancréas bien détruites et que la personne est sous injection d'insuline, vous n'allez pas remplacer les injections d'insuline par le champion du soleil. Mhm. Mais en tout cas, quelqu'un qui a un diabète de type 1, n'oubliez pas c'est une maladie auto-immune. Quand on a une auto-immunité, on risque aussi d'en développer une autre. Et travailler sur le terrain auto-immun est toujours intéressant. Même si vous n'avez pas, vous aurez rarement, enfin jusqu'à présent, un diabétique de type 1 qui est sous insuline, Mhm. il y a rarement des gens qui se passent un moment d'insuline quand même. Merci. Cordyceps, je l'adore. C'est ce champignon qui est vraiment très, très intéressant. Donc dans les composés d'intérêt qu'on a dedans, donc on a la bêta-glucane, je le répète, mais on en trouve partout, j'insiste quand même là-dessus. Et vous avez aussi beaucoup de molécules qui s'appellent la cordycépine, très intéressante à plusieurs niveaux, notamment des effets sur les virus antivirales qui est importante. Tropisme du cordyceps, système cardio-respiratoire, immunitaire, système hormonal et reproducteur, système rénal et urogénital. Il peut aussi être intéressant, alors là, c'est marqué maladie auto-immune avec un spectre en rouge. Alors, désolé parce que c'est des diapos que j'ai, notamment, récupérées d'une intervention que j'avais fait à Monastir en Tunisie pour un congrès sur les pathologies auto-immunes. Et donc du coup, le cordyceps peut aussi avoir des intérêts, dans les maladies auto-immunes. Bah, ça permet de vous dire du coup qu'il a un intérêt dans la maladie d'Hashimoto. Les publications qui montrent, l'intérêt et une diminution de l'auto-immunité. Donc voilà, c'est particulièrement sur ça. J'ai pas d'autres exemples de maladies auto-immunes. Possiblement que oui, mais en tout cas des études sur la maladie d'Hashimoto. Donc voilà, ça permet, du coup, j'aurais peut-être pas parlé de ça si c'était pas marqué, maladie auto-immune. Mais en tout cas, bien évidemment, pour la maladie auto-immune, comme je l'ai dit, c'est plutôt le champignon du soleil par excellence. Mais le cordyceps peut être intéressant pour, la maladie d'Hashimoto. Donc pourquoi pas, combiner, champignon du soleil, cordyceps, par exemple, pour un problème d'Hashimoto. Donc Hashimoto, pathologie auto-immune thyroïdienne qui amène à une hypothyroïdie à un moment donné. Donc application clinique, tout ce qui est asthénie, fatigue chronique, dysfonction sexuelle, pathologie pulmonaire, la NASH, donc ça c'est la stéatose hépatique non alcoolique, infection virale, très très intéressant pour les infections virales, et pour les réactivations virales de manière générale, le BV, CMV, etc. Dépression immunologique, des gens qui ont un faible système immunitaire, vraiment le champignon par excellence pour booster tous les systèmes en fait. Il a un rôle immunomodulateur également. Donc dans les effets attentes, c'est améliorer la résistance à la fatigue, les performances sportives. Il y a pas mal d'études qui montrent des améliorations des performances sportives, notamment des capacités respiratoires, même chez les sportifs de haut niveau. C'est un effet sur l'augmentation de la prégnénolone. Prégnénolone, pour ceux qui ça parle pas trop, c'est en gros la brique. Cholestérol devient prégnénolone, donc dans la mitochondrie. Et c'est un peu la brique qui derrière va servir à la synthèse de toutes les hormones, cortisol, DHEA, œstrogène, etc. Et donc du coup, ce cordyceps a la capacité d'agir sur la protéine STAR, STR, retenez-la. C'est une protéine qui permet l'entrée du cholestérol dans la mitochondrie. Et donc du coup, on augmente la synthèse de prégnénolone avec le cordyceps. Donc du coup, ça va augmenter les hormones sexuelles potentiellement. Donc la testo chez l'homme et puis chez la femme, testo et œstrogène notamment. Ça peut être intéressant dans les cas d'hypoœstrogénie, chez la femme, le cordyceps. Ça booste la libido, ça peut être aussi intéressant, hein. N'est-ce pas Cédric? Heu, Anti-inflammatoire, d'accord. Moi, parfois, Heu, j'arrive à faire sans commentaire. ouais, voilà, petite blague. Anti-inflammatoire aussi, très intéressant pour ça. L'effet anti-inflammatoire passe aussi probablement par une augmentation de la prédnisolone, améliore la fonction respiratoire, diminue la fibrose pulmonaire. Pensez à des gens notamment, suite à certaines affections respiratoires ou même des gens qui ont eu le covid, c'est une amélioration de la capacité respiratoire et une diminution de la fibrose pulmonaire, qui a été montrée, dans les études. C'est un antiviral, aussi par excellence, ça bloque la réplication virale. Cordycépine, vraiment très puissante.
protection rénale et ça stimule l'hématopoïèse, donc la synthèse de globules rouges, d'où l'amélioration des fonctions respiratoires. Donc pensez aussi, pour un sportif, hein, le cordyceps, très intéressant. Tant que tu es sur Ouais, celui-là, on a une dis-moi. question de Delphine qui nous demande s'il n'y a pas un risque d'augmentation du cortisol avec le cordyceps via la prègue. Ouf. Heu, disons que, bah, ce serait comme dire prendre des bourgeons de cassis ou si on prend, Mmh. voilà, non, on va pas mettre quelqu'un en en hypercortisolisme Mmh. avec le cordyceps. Vous pouvez même donner à quelqu'un qui a pas de souci de manque de cortisol, vous avez pas en fait, c'est voilà, ça rappelez-vous les champignons, c'est des modulateurs, vous allez pas faire flamber un truc et donc je dirais que vous pourriez même donner à quelqu'un qui est en excès, comme ça a un effet adaptogène de manière générale, même quelqu'un qui sera en excès de cortisol, avec le cordyceps, vous avez pas forcément alors, bien évidemment que si quelqu'un est en manque de cortisol, je lui donnerai plutôt le cordyceps. Si quelqu'un en excès de cortisol, en état de stress chronique, on visera plutôt le reishi. Ça va vraiment calmer, Mmh. agir sur le système nerveux. Donc voilà. Et comme je vous ai dit, vous faites pas de gros cordyceps contre-indiqué. Non, il n'y a qu'une contre-indication d'aucun champignon sur les cancers. Il faut savoir. Ils ont tous des propriétés antitumorales et anticancéreuses, certains plus que d'autres. Donc, vous n'avez pas de contre-indication pour les histoires de cancer. Et les Et on oestrogènes ne qui donnent demande en les cas de cancer du cancers, sein. Ouais, voilà. les oestrogènes qui Euh, donnent les cancers, hein, c'est comme on dit, hein, c'est très, c'est plus que débattu, hein. mhm, D'accord? C'est déjà, tous les oestrogènes ne se valent pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, renseignez-vous sur les différents métabolites, hein. On a des métabolites des oestrogènes comme les 16-OH qui sont plutôt pro-cancérigènes, et d'autres comme les 2-OH qui sont plutôt protecteurs, qui sont anti-cancer. Donc mhm. déjà, quand on parle d'oestrogènes, il faudrait savoir de quoi on parle exactement. Et donc voilà, donc vous n'augmenterez pas les risques de cancer avec le cordyceps, hein. D'accord. Et tant qu'on est dans ces questions pour le cordyceps, est-ce qu'il est intéressant pour un Hashimoto et aussi dans les problématiques de base d'eau? Et tant que j'y suis, non recommandé. Est-il non recommandé en cas d'hypertrophie bénigne de la prostate? Donc il y a trois questions en une. Hashimoto, base d'eau. Mmh, OK, Hashimoto, oui, il y a des études dessus qui montrent une diminution de l'auto-immunité, donc le cordyceps, aucun Mhm, souci. Base d'eau, je donnerais plutôt à choisir le reishi. Le reishi qui agit aussi bien en cas d'hypo que d'hyperthyroïdie. C'est un équilibrant des 2, donc je mettrais plutôt le reishi que le cordyceps. D'accord? Cord mhm. Cordyceps reishi pour l'Hashimoto, c'est OK et reishi, par exemple pour le base d'eau, ça peut aider à équilibrer. Bien évidemment, attention, le base d'eau, hein, c'est besoin d'un traitement médicamenteux, hein, dans la plupart des cas, donc ça Ouais. remplace pas la chose, mais en tout cas, ça peut vous réduire les symptômes. Avec le base dose, ce qui est très gênant, c'est symptômes d'hyperthyroïdie, bouffées de chaleur, diarrhée, palpitations, et cetera. Donc du coup, on peut s'aider de la mycothérapie, il y a pas de souci, hein. Ça peut aider sur les symptômes et puis vous Et, agissez et sur donc la, l'auto-immunité. et donc la troisième, c'était sur l'hypertrophie Oui, bénigne de la prostate. il y a des études qui montrent un effet, intéressant du cordyceps sur l'hypertrophie de bénigne de la prostate, donc vous pouvez aussi le Mhm. donner, d'accord? Merci, je te laisse continuer. Rappelez-vous aussi, il y a cette histoire avec la testostérone, en fait, tout ce qui est, hypertrophie aussi, cancer de la prostate, hein, c'est bien favorisé par les œstrogènes. Donc, chez un monsieur, inquiétez-vous quand il aromatise beaucoup, plutôt que quand il a un bon taux de testo, hein. Si c'est la testo, ça faisait les cancers, tous les ados auraient des bons cancers de la prostate, du coup, quand ils ont la testostérone explosée. Donc inquiétez-vous beaucoup plus des œstrogènes, hein. Ça Mhm. les œstrogènes n'ont rien à faire en grande quantité chez l'homme, hein. Donc ça peut vraiment poser des problèmes. Heu, oh, je profite parce que j'ai vu ça sous les yeux, j'ai parlé de ces OH. Y a-t-il un champignon Ouais. qui aide le métabolisme des oestrogènes par le foie en favorisant le 2-OH? Je ne sais pas, peut-être. Après, on a des compléments, dont un qu'on a notamment chez Nutrilogique qui s'appelle Broco+, qui aide justement à, rétablir l'équilibre de ces OH. Donc c'est plutôt des extraits de brocoli, notamment titrés en glucosulforaphane, Mhm. enzyme, I3C, indole 3-carbinol, et cetera. C'est ça qu'il faut viser. Sur des champignons, je ne saurais pas vous dire. J'ai pas vu de choses circuler là-dessus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le reishi, par contre, a un effet modulateur sur les récepteurs aux oestrogènes.
d'où l'intérêt dans l'endométriose pour cet effet modulateur des récepteurs d'oestrogène et l'effet anti-inflammatoire, antidouleur du reishi qui peut être intéressant également. Donc voilà, ça permet de, de parler, de revenir un peu sur ce reishi. Ouais. Ok, donc cordyceps, on ferme la parenthèse et on passe sur le dernier, hein, qui va être l'éricium. Ah, lui, je l'adore. Lui, je l'aime beaucoup. Il arrive pas. S'il arrive, il a. Ouais. Donc, l'éricium, vous trouvez différents noms. Éricium, bon, Éricium erinaceus, c'est le nom latin. On l'appelle aussi crinière de lion. Alors, vous comprenez pourquoi. Vous voyez la forme du champignon. C'est vraiment très beau, hein. Je ne sais pas si certains en ont déjà vu. Ça vaut le coup. C'est vraiment une sorte de crinière comme ça. C'est très apprécié dans la gastronomie asiatique. C'est un goût de langouste, apparemment. Voilà. Donc si c'est la langouste, ça coûte un peu cher, donc on peut tricher et faire un petit peu un ragoût à l'éricium. Donc apparemment, voilà, c'est un goût de langouste. J'ai jamais goûté, hein, mais voilà, si vous avez l'occasion de goûter, vous allez dans les pays asiatiques, n'hésitez pas. Apparemment, c'est très bon. Voilà, tous les champignons de mycothérapie sont bien évidemment euh, comestibles entre guillemets, peuvent se prendre par voie orale, mais tous ne se cuisinent pas, hein. Il y en a, c'est dur comme du, enfin, vous en ferez rien pour la cuisine en tout cas. Mais l'éricium, ça peut être un truc intéressant. Donc, composé d'intérêt, on a beaucoup de polysaccharides, notamment ceux que j'ai cités là, le FI1A et F3-2B, qui sont des potentiels antitumoraux, et très riches aussi en molécules qu'on appelle les éricénones et érinacines. Vous verrez que ces molécules-là, c'est elles qui sont très intéressantes pour le système digestif et notamment le système nerveux. Ça, vraiment, c'est un champignon qui a le tropisme, c'est digestif et système nerveux central périphérique. Vraiment, c'est le champignon excellence de l'axe intestin-cerveau, hein, si je dois résumer. Donc, application clinique, tout ce qui est pathologie digestive, les MICI, syndrome intestin irritable, SIBO aussi, ça peut être intéressant, à bien des niveaux, leaky gut, donc intestin perméable. Tout ce qui est gastrite, reflux gastro-œsophagien, c'est vraiment un réparateur des muqueuses gastriques et intestinales. Pathologie neurodégénérative, Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, d'accord, ça favorise la remyélisation de la gaine-myéline. On a de très belles études, hein, sur l'Alzheimer, hein. Vraiment un champignon très intéressant. Tout ce qui est TDA, TDAH également, oncologie, même si on en parle un peu moins sur le côté oncologie. Donc, vraiment, retenez celui-là, c'est régénérateur des muqueuses gastriques, intestinales. Il est neuroprotecteur et, au-delà de la neuroprotection, on a un effet neurorégénératif. On régénère des neurones. Ça stimule le NGF, hein, qui est le Nerve Growth Factor. Donc, on arrive vraiment à stimuler la régénération des neurones, hein. On l'a montré par différentes études. C'est un nootropique. Donc ça, pour ceux qui ne connaissent pas le petit nom, on parle nootropique. C'est des molécules qui ont des effets notamment au niveau cognition. Donc, c'est très intéressant pour voilà, un étudiant pour mieux se concentrer, pour agir sur son stress également, pour favoriser la mémoire, la cognition. Ça favorise la remyélisation. Donc, d'où l'intérêt dans les maladies comme sclérose en plaques. Ok, je regarde un petit peu les questions. Pas là-dessus. Oui, je me demandais si tu étais en train de lire les questions. Oui, oui, j'ai jeté un petit Ah coup oui, d'œil, j'avais voilà. des choses sur les lithium, hein. On, Mm. on en ira à la fin. Voilà, donc j'ai fini sur celui-là. Donc j'espère que voilà, je vous ai fait un petit topo sur choses ici champignons, donc qui sont qu'on trouve assez facilement également, Mhm. qu'on a d'ailleurs certains de ces champignons, on les a déjà, vous allez voir après dans la gamme nutrilogique. C'est faut savoir que bon, on travaille également, on va avoir de nouveaux produits et on va sortir de nouvelles choses qui vont intégrer cette mycothérapie, des fois de façon unitaire ou des fois avec d'autres composés. Donc voilà, c'est un petit avant-goût de ce qu'on va pouvoir sortir après chez Nutrilogix. Donc clairement, dans l'intégration de la mycothérapie en pratique et sur les protocoles, donc la mycothérapie peut être intégrée dans tous les protocoles de micronutrition, hein, il n'y a aucun souci, hein. Vous pouvez l'utiliser avec d'autres choses, hein. Il n'y a pas de contre-indication avec d'autres compléments, d'autres produits que vous pourriez utiliser, hein. Il n'y a aucun souci. Alors, il est déconseillé chez la femme enceinte allaitante, ça il faut savoir, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'études, hein. Donc, c'est par précaution. On ne sait pas. Peut-être que c'est dangereux, peut-être que ça ne l'est pas. Euh, on pense que bon, ça pourrait ne pas être problématique, ça dépend des champignons, hein. Mais voilà,
comme on dit, primum nocere, donc quand on ne sait pas, on évite. C'est alors déconseillé chez les jeunes enfants, moins de 6 ans, ça aussi c'est très discutable. C'est pas une On a des produits qui ont été faits pour enfants, plus jeunes d'ailleurs. Il y a des produits qui existent, notamment en liquide ou autre. Mais voilà, faut savoir que c'est pas c'est déconseillé, c'est pas absolu, mais normalement, il faut attendre au moins 6 ans pour donner de la myco. Euh, Petite précaution d'emploi, on stoppe toute mycothérapie de préférence 48 heures avant une opération. Ça, c'est parce qu'il y a certains champignons qui ont des effets notamment légèrement comment dire, sur la coagulation, c'est léger, hein. Concernant les anticoagulants, parce que je pense qu'il va y avoir des questions là-dessus, parce que j'ai dit ça, c'est des précautions d'usage, il n'y a pas de contre-indication absolue, d'accord? Sur la myco avec prise anticoagulant. Et encore, tous n'ont pas des effets sur la coagulation, il faut savoir. Mais voilà, il peut y avoir des effets légers, donc ça encore, plutôt un conseil de stopper avant une opération. La seule contre-indication vraiment absolue, c'est l'allergie, la vraie allergie. Je ne parle pas d'intolérance alimentaire ou quoi que ce soit, c'est vraiment les allergies. Si le patient est allergique aux champignons, ne lui donnez surtout pas de la myco, hein. D'accord? Parce qu'il risque, voilà, problème. Donc là, je vais vous faire une petite présentation pour l'instant, de produits de myco ou des produits qui intègrent la myco dans notre gamme chez Nutrilogix. Donc, on a notamment un complément qui s'appelle Immunactive, que peut-être certains d'entre vous connaissent bien et utilisent déjà. Donc ça, c'est un complément qui est très intéressant pour stimuler l'immunité et lutter contre les infections bactériennes ou virales. Donc, il contient notamment du reishi, du shiitake, du cordyceps, d'accord? Notamment cordyceps, comme vous vous rappelez, cordycepine, effet antiviral, et il contient aussi le fameux Betavia, donc c'est bêta-glucane 1,3 linéaire, qui ont des effets aussi sur l'immunité, donc Betavia qui provient d'algues. Donc sur les posologies, on est de 3 à 6 gélules par jour avec les repas, d'accord? Donc en prévention des infections hivernales, vous pouvez être de 3 à 6 gélules par jour, hein. Et durant une infection, hein, ça peut être aussi intéressant, là, il faut monter plutôt à 6 gélules par jour. Donc il est intéressant et en prévention et durant une infection. Durant une infection, parce que notamment, il y a de là-dedans d'autres composés, comme la propolis, comme la quercétine également, qui peut avoir des effets antiviraux également sur l'immunité. Donc c'est vraiment un complément intéressant et en prévention, en prophylaxie, et puis aussi en cas d'infection. On a aussi, donc dans la gamme Nutriologix, l'AHCC, donc ce fameux extrait en fait titré en alpha-glucane. Donc l'AHCC, il est vraiment intéressant à bien des niveaux pour l'immunité, clairement, il y a eu beaucoup d'études là-dessus, pour lutter aussi contre les virus, hein, et une action particulièrement sur le papillomavirus, l'HPV, c'est là où il y a vraiment des études très intéressantes, des études cliniques, hein, des trucs vraiment sérieux qui ont été faits là-dessus. Des actions aussi intéressantes sur la fatigue chronique, la cancéro. Donc, sur la posologie, on est globalement, voilà, 2 gélules par jour, c'est déjà bien, mais on peut monter jusqu'à 6 gélules par jour, de préférence à jeun, d'accord? Pour la HCC, mis avec repas si mauvaise tolérance digestive, ça peut arriver. Donc, tout ce qui est HPV, donc papillomavirus, on est entre 2 et 6 gélules par jour sur une durée de 6 mois. Alors, c'est quand même un composé qui, il faut le dire, qui représente un certain coût. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les études, ils ont montré des effets à partir d'1 gramme par jour. Donc, on avait dans les études qui montraient après 6 mois, par rapport au groupe traité des femmes, on avait donc une éradication de l'HPV qui était de plus de 40%, ce qui est déjà bien, hein, d'accord, dans le groupe qui avait été traité, contre seulement à peu près 10% chez les femmes qui n'avaient rien pris, en fait, hein. Et quand il montait à 3 grammes, donc là, ça correspondrait à 6 gélules, on avait une efficacité qui montait à 50 et quelques pourcents. Ça, c'est pas non plus, il n'y avait pas un effet non plus énorme. Donc 2 gélules par jour, c'est déjà une dose qui est plus que correcte, d'accord? Retenez vraiment la HCC, il y a vraiment des études très intéressantes sur l'HPV. Donc, pensez à une femme qui a un papillomavirus, pensez à ce composé-là, d'accord? Sur la stimulation du système immunitaire également, et sur les problèmes de fatigue chronique, parce que
la fatigue chronique peut être due à bien des choses, hein. Donc le syndrome de fatigue chronique, l'encéphalomyélite myalgique, il y a vraiment beaucoup de causes. Il y a des causes hormonales, il y a des causes aussi liées au virus, atteinte mitochondriale. Il y a beaucoup de choses qui peuvent agir là-dessus, mais on sait que des problèmes dans le système immunitaire, notamment un système immunitaire affaibli, avec un affaiblissement des natural killers, on retrouve beaucoup d'affaiblissement au niveau des natural killers. On fait des typages lymphocytaires chez les gens qui ont des syndromes de fatigue chronique et ça peut agir de manière positive et sur le système immunitaire, parce que ça stimule les natural killers, et sur la fatigue chronique, hein, la HCC. Donc là, on est sur des dosages 2 gélules par jour, hein, durant plusieurs mois, jusqu'à amélioration. En cancéro, là par contre, on est sur voilà, des dosages un petit peu plus élevés. Alors pareil, en fonction des moyens du patient, on peut être à 2 gélules, mais là on vise quand même plus à 4-6 gélules par jour dans le cadre de tout ce qui est cancéro, voilà, le temps nécessaire. Et enfin, on a notre fameux AndroBoost, qui est un complément donc à viser notamment d'augmentation des androgènes, hein, pour stimuler les androgènes, agir également sur les performances sportives, tout ce qui est énergie, libido. Et donc là, on a intégré dedans des extraits de cordyceps. Donc cordyceps, comme j'ai dit, qui est intéressant pour agir sur les androgènes notamment, pour augmenter la prénolone, pour agir sur les performances sportives. La libido également, on a des recommandations du cordyceps dans ces cadres-là. Donc la posologie de l'AndroBoost, on est sur 6 gélules par jour à répartir durant les repas. Donc là, voilà, j'ai fait un peu le tour pour l'instant de nos gammes, de produits qui intègrent la Mm. mycothérapie. Comme je vous ai dit, on est sur un développement aussi d'autres produits, notamment sur des problématiques digestives, sur les problématiques neuro, voilà, de problématiques d'auto-immunité. Donc on va sortir dans les mois à venir d'autres produits qui vont contenir de la mycothérapie, notamment avec du champignon du soleil, avec de l'éricium. Voilà. Toujours aussi mettre le point sur le fait que tous ces compléments, en tout cas tous les compléments qui sont créés par le laboratoire NRD, donc Nutrition, Recherche et Développement, le laboratoire de Nutrilogix, sont toujours sans excipients. Et ça, c'est important aussi de le préciser, n'est-ce pas? Merci Cédric pour la précision, effectivement. Voilà, j'ai terminé ma présentation. J'espère que vous aurez appris des choses. Ça vous donnera envie de vous intéresser à la mycothérapie et utiliser des produits de mycothérapie. En tout cas, donc je vais un petit peu regarder les questions. Voilà, dans Tac. les premières questions, peut-être Delphine qui nous posait, j'avais vu une contre-indication spécifique concernant l'éricium et le SAMA dû à la stimulation de nerve growth factor. Je ne suis pas parvenu à trouver un consensus. Auriez-vous des informations là-dessus? La toute première question, si tu veux la lire. Bah, le problème du SAMA de manière générale, c'est l'hyperréactivité à tout. Donc c'est des gens qui peuvent réagir à tout et à rien. Donc il y a pas d'études, enfin, c'est en tout cas sur l'intolérance à l'histamine, on a des choses, moins des études ou des données en cours qui semblent montrer alors l'intolérance à l'histamine, c'est différent du SAMA. Je vais peut-être faire un petit rappel là-dessus. Donc l'intolérance à l'histamine, c'est un problème dans la dégradation de l'histamine. Mhm, Heu, Ça, c'est plus lié ça peut être dû à plusieurs raisons et on va prendre la raison principale qui peut être une faible activité de la DAO, la diaminoxydase vers l'histamine et le SAMA, c'est une activation mastocytaire, donc ce sont vos mastocytes, cellules immunitaires qui sont hyper réactifs, qui réagissent un peu à tout, à rien, changement de température, aux odeurs, aux excipients, aux compléments, aux molécules médicamenteuses, donc c'est des gens qui hyper réagissent à tout. Donc bon, quand quelqu'un réagit mal à du truc, à un complément de mycothérapie, qui a du SAMA, c'est compliqué à dire si c'est vraiment un truc qui est contre-indiqué mhm. ou autre. Sur la NGF, je dirais qu'il faut bon, faire attention. Pour le SAMA, peut-être faire un petit peu attention. Par contre, pour l'intolérance à l'histamine, l'éricium, clairement montrer plutôt des effets positifs, comme il a des effets positifs au niveau de la muqueuse intestinale notamment. Il faut savoir que votre DAO, la diaminoxydase, elle est notamment très présente au niveau de l'intestin. Donc il y a des choses en cours qui semblent voilà, des prédonnées, des choses que j'ai vues, des infos que j'ai comme quoi l'éricium pourrait être intéressant en cas d'intolérance à l'histamine notamment, d'accord? Pour le SAMA, elle est plus sur le champignon du soleil, qui a un effet stabilisateur des mastocytes, et sur le reishi, qui a aussi des effets anti-allergiques de manière générale, avec les acides ganodériques. Après, bon, voilà,
toujours attention avec le SAMA, c'est que de toute manière, les gens peuvent réagir à tout et à rien. Donc c'est toujours, il faut toujours tester à petite dose, hein. Alors, dans une des questions, on nous pose la question de savoir si on peut le prendre, s'il faut le prendre de manière ponctuelle ou si on peut le prendre en continu. Tout dépend des alors déjà, comme ça permet de répondre à une autre question. Il y a Mhm, un certain temps à attendre pour les effets, donc les effets escomptés peuvent apparaître 2-3 semaines, c'est le minimum à attendre. Je dirais un mois. mhm, Encore une fois, il y a des gens qui répondent plus rapidement parce que vous avez des effets qui vont être médiés par des molécules comme les terpènes, triterpénoïdes, et là, ils vont être plus immédiats, et les effets médiés par les bêta-glucanes et dans la modulation systémitaire qui vont prendre plus de temps. Donc la mycothérapie, c'est des choses où les études ont conclu que c'est sûr et il n'y a pas de souci à prise à long terme, au contraire. Donc tout dépend de votre problématique. Vous avez un patient avec maladie auto-immune, bah, typiquement, il peut avoir intérêt à lui laisser sur le long terme, justement, mhm, avec quelqu'un qui a une MICI, une pathologie, voilà, une maladie de Crohn par exemple, si vous pouvez donner sur des phases s'il est en phase inflammatoire aiguë, vous lui donnez, voilà, reishi, champignon du soleil ou reishi éricium. Céricium, c'est réparateur de la muqueuse. Moi, par exemple, en phase aiguë, je ferais plus, reishi éricium et ensuite en phase de stabilisation pour agir sur l'auto-immunité, plutôt reishi champignon du soleil. Comme cette personne a une maladie auto-immune, elle garde cette auto-immunité reste à vie, elle ne disparaît pas. On peut mettre en silence ou réduire la problématique de la maladie, mais mhm, si on fait, on arrête, voilà de gérer son alimentation, de faire tous les efforts qu'on fait, la pathologie auto-immune revient, hein, elle disparaît pas comme ça. Donc, il y a des indications où on donne à long terme. Après, vous avez des gens, je sais pas, je prends l'exemple, quelqu'un voilà, qui passe par une phase, il dort mal, il est fatigué, il est un peu en dépression, vous lui donnez du reishi, 4-6 mois après, il va mieux, vous le stoppez, il n'a peut-être pas mhm, besoin à long terme. Après, vous voyez des gens, comme toujours, ils prennent un complément, il y en a qui en ont besoin sur une durée courte, hein, ils remontent la pente et puis ils arrêtent, puis voyez, ouais, depuis que j'ai arrêté, je me sens moins bien. Bon, dans ce mhm. cas-là, c'est pas grave, vous lui dites: «OK, ben, tu étais bien avec ce complément-là, tu peux par exemple continuer ton reishi si tu avais bien aidé sur telle ou telle problématique». Donc c'est vraiment au cas par cas, hein. D'accord? Donc, il y a en tout cas pas vraiment de problématique à le continuer sur du long terme. Non. Bah, pas du tout, parce qu'en plus, vous pouvez le donner, je prends l'exemple, voilà, du reishi, quelqu'un qui a des problèmes de sommeil, qui est Mhm, stressé, anxieux. Bah, les personnes sont stressées, anxieuses et voilà, elles seront en vie, hein, même si on travaille là-dessus et donc peut être intérêt à lui donner. Ce que je dis aux gens, je dis: «Beh, OK, ça va agir sur votre stress, votre anxiété, vous vous sentez bien avec» et je leur dis: «Ben, à long terme, ça peut être intéressant parce que, comme vous le savez, le reishi, ça agit sur le système immunitaire, il y a aussi des propriétés antitumorales, anticancéreuses, stimulatrices du système immunitaire. Donc en plus, ça va vous protéger potentiellement de choses à venir. Ça peut avoir un effet intéressant aussi de prévention». Donc du mhm. coup, on peut continuer à long terme pour des indications, tout en sachant que ça pourra avoir des effets bénéfiques sur d'autres choses. Alors, je vais reprendre plusieurs questions pour n'en faire qu'une seule. Est-ce qu'on peut associer différents extraits en fonction des problématiques qu'on peut avoir? Bien sûr. Oui, oui, mais ça On en c'est avait clair, hein. parlé, hein, je pense. Comme vous voyez alors c'est complètement, reishi, shiitake, maitake pour le système immunitaire, Mhm, reishi, cordyceps également pour, le système immunitaire et particulièrement l'association reishi cordyceps est intéressante dans la lutte antivirale, mhm, notamment dans l'immunactive, on a du reishi et du cordyceps par exemple. Comme j'ai dit, le reishi est un champignon un peu générique en fait, qu'on a tendance des fois à mettre même à petite dose et puis d'en rajouter un autre, parce que ça potentialise aussi les autres effets. Puis le reishi agit tellement sur tout qu'il est toujours intéressant à mettre. Après encore une fois, voilà, tout dépend des indications, mais mhm, combiner les champions de mycothérapie, oui, c'est très bien, hein. Comme ils ont des actions en plus complémentaires, vous n'êtes pas obligé forcément d'en utiliser, qu'un seul, hein. Il y a plutôt des indications à essayer de les combiner. Après évidemment que, voilà, si vous voulez vraiment typiquement quelqu'un a des problématiques, voilà, au niveau de l'estomac, des problèmes de gastrite et cetera, bah, là, vous pouvez mettre juste l'éricium seul parce qu'il y a vraiment un tropisme sur le digestif, pas forcément besoin d'en mettre un autre derrière. Encore une fois, voilà, c'est vraiment selon la problématique de la personne, son budget, ce qu'elle a aussi à côté. La mycothérapie peut être mis, des mhm, fois il y a des gens qui utilisent la mycothérapie seule quasiment, ils adorent ça et ils utilisent des fois on peut l'utiliser toute seule et n'hésitez pas à l'utiliser aussi des fois, juste un champignon ou quelque chose, en complément de ce que vous faites déjà, hein. Ça peut être un mhm. potentialisateur de votre protocole que vous avez déjà mis en place chez le patient.
Donc, oui, effectivement, là, on a vu quelques champignons, tu n'as pas su tous les voir, et quelqu'un nous demande, tiens, le polypore, donc c'est Geneviève qui nous dit, le polypore, tu ne l'as pas nommé. Est-ce que tu sais quelque chose là-dessus? Est-ce que tu... Voilà. Oui, oui, il y a enfin, je crois que c'est le polypore en ombrelle. C'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup. Euh, de mémoire, il a des tropismes au niveau aussi un petit peu digestif, au niveau de la santé cardiovasculaire. Bon, après, comme tous les champignons, ils sont tous immunomodulateurs, ils agissent tous sur quelque chose au niveau de l'immunité, notamment par rapport au bêta-glucane. C'est pas quelque chose que j'utilise moi régulièrement, celui-là. Mhm. Si, si j'ai bien compris, aucune interaction. Est-ce qu'il y a des interactions médicamenteuses possibles si quelqu'un a déjà un traitement pour le cholestérol et le diabète de type 2? Enfin, sur le diabète de type 2, vous allez traitement de cholestérol, vous allez, comme j'ai dit, il y a un effet léger hypercholestérolémiant, mais je veux dire, à des doses données standards, vous n'allez pas avoir un effet statine, hein, donc Mhm. voilà. Ou peut-être que au mieux, la personne pourra réduire un petit peu ses doses de statine si elle en prend, mais en tout cas, voilà, comptez pas sur le champignon pour vous faire un effet diminution de cholestérol important, quoi. Bon, après, c'est pas pour voilà, ouvrir le débat sur les statines, pas statines, mais en tout cas, voilà. Sur le diabète de type 2, bah, je veux dire, c'est pareil. Sur le diabète de type 2, si dans ce cas-là, votre personne elle a un traitement hypoglycémiant, par exemple par antidiabétique oraux, déjà, même si vous travaillez juste sur l'alimentation, vous pouvez lui améliorer sa sensibilité à l'insuline. Donc, juste en travaillant sur l'alimentation, de toute façon, il se peut que la personne puisse avoir besoin de diminuer son médicament, et tant mieux si c'est le cas. Parce que bon, c'est bien de donner un médicament, mais comme vous savez, ou même un complément, supplément, on gère. Bon, vous êtes normalement tous ici euh, connaisseur, ou du moins, je pense, je vais dire, je vais apprendre à personne qu'on commence par l'alimentation et qu'ensuite on cède des compléments, bien évidemment. Et que ça soit déjà rien qu'avec l'alimentation, vous pouvez améliorer la sensibilité à l'insuline de quelqu'un. Donc après, la question de médicaments, ben oui, le complément, l'adaptation, si la personne se met à faire du sport qu'elle ne faisait pas avant, ben, elle va avoir une meilleure gestion de sa glycémie, donc potentiellement, elle pourra voilà, diminuer, voire même des fois arrêter son médicament, c'est possible. Euh, Paul, concernant la question sur le dosage de zinc, oui, il y a effectivement du zinc et une école, particulièrement en Belgique, mais aussi un petit peu en France, estime qu'il ne faut pas, quand il y a des infections, les bactéries vont se servir du zinc et risquer la prolifération. On en a déjà parlé, ça, dans Paul. Je vous invite vraiment à revoir des webinaires Mm. que j'ai eu l'occasion de donner avec Vincenzo Castronovo et avec Stéphane Résimon. Et toi, ton point de vue là-dessus, Christian? C'est comme avec le fer, hein, quand quelqu'un manque de fer, on va dire, il ne faut pas complémenter en fer s'il y a une infection bactérienne ou une candidose, Mm, que le fer peut être utilisé par les combats. Oui, bon, après, si la personne est anémiée et qu'elle est par terre, au bout d'un moment, voilà, vous avez plus de zinc non plus. Bah, le zinc est aussi important pour l'activité du système immunitaire. mhm, D'un autre côté, de dire vous avez les bactéries, d'un autre côté, le système immunitaire sera faible. Enfin, en tout cas, en cas de problème viral, bon, on a eu plein d'études, notamment avec le Covid, hein, juste l'ajout de zinc, hein, ça permettait d'avoir une meilleure défense antivirale. Sur mhm, l'histoire du zinc, les bactéries au service du zinc, vous savez, les bactéries aussi, si les gens pensent à un problématique intestinale, vos bactéries se nourrissent aussi de tout ce que vous mangez. Donc, au bout d'un moment, dans ce cas-là, on arrête de manger, on fait plus rien, on va tuer l'hôte et aussi les bactéries, quoi. mhm, Donc, je dirais voilà, c'est encore une fois, c'est au cas par cas. Moi, j'ai pas de soucis. Chaque fois que j'ai des problématiques d'isbiose intestinale, au contraire, ben, j'utilise beaucoup le zinc L-carnosine, qui est un réparateur de la mhm, muqueuse intestinale et muqueuse gastrique. J'ai que des gens qui ont des effets positifs et qui vont mieux, et ça aggrave pas du tout leurs problèmes bactériens, leur prolifération intestinale. Donc, j'ai un peu de mal voilà, on va dire que je sais aussi dans l'école Corté, faut pas donner de fer, il y a plein de trucs comme ça. Bon, chacun son école. voilà. C'est à peu près les mêmes réponses que j'avais eues pour les précédents
intervenants, pardon. Euh, je vais quand même répondre à Alina concernant la provenance des champignons. Eh bien, c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs champignons, évidemment. Il y a plusieurs fournisseurs et donc je ne sais pas vous dire par cœur de où chacun d'eux vient, mais évidemment, on a toutes les mesures de sécurité qui sont prises. Pensez bien qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut comme on veut. Et au besoin, j'ai toujours des dossiers scientifiques, les dossiers chez nous qui permettent de savoir de quel pays ils viennent. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Avez-vous un complément qui comprend du reishi et du champignon du soleil? Oui. Euh, le zinc et le carnosine n'a rien à voir avec le zinc seul, on est d'accord? La Oui, vidéo. effectivement. Et là, je vous renverrai, et n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour vous le rappeler, cédric.lapour@nutrilogix.com, et je vous enverrai avec plaisir le lien vers la vidéo zinc et le carnosine, justement, que Christian a fait avec nous. Vous le retrouverez aussi sur la page YouTube Nutrilogix Cédric Lapo, et vous retrouverez pléthore de vidéos, dont quelques-unes maintenant avec Christian et ça va arriver de plus en plus parce qu'on en fait de plus en plus souvent et c'est là-dessus que je termine les questions. Christian, en tout cas, moi pour ma part, je te remercie beaucoup. C'était vraiment très très riche d'enseignements. Je vous donne rendez-vous tous et toutes toujours sur ma page Facebook. Vous pouvez continuer à nous suivre. Il y a toujours plein de vidéos, plein de nouvelles, plein de webinaires, plein de séminaires qui se préparent, une tournée qui se prépare avec Christian en France et en Belgique, où on parlera du SIBO. Et voilà, eh bien, là-dessus, je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Salut Christian, merci beaucoup. Allez, salut Cédric, au revoir à tout le monde. J'espère que vous avez appris plein de choses. Et puis, bon appétit. Je te renvoie tous les témoignages. Ciao, Parfait. ciao, bonne soirée à Allez, tous. au revoir tout le monde.